Bonjour, bienvenue à tous dans le Club du Livre. Aujourd'hui, on est à Neuchâtel avec Pierpaolo Corchulo. Alors, Pierpaolo, la littérature, parce qu'on est là pour ça, comment c'est venu à toi ? Alors bizarrement, avant d'entrer dans la littérature, je suis entré par l'écriture. C'est assez bizarre comme concept. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, avant de partir à l'école, je m'arrêtais à la fabrique où travaillait ma maman et il y avait une machine à écrire. J'adorais le son de cette machine et j'ai commencé à écrire des petits textes. J'en ai même gardé un qui dit « Voilà, mon meilleur ami, c'est Daniel ». Des petites choses comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais après, évidemment, lorsqu'on écrit, si on n'a pas lu énormément, on écrit très peu de choses. Et j'ai commencé à m'intéresser à la littérature seulement au lycée, donc tardivement. Parce qu'avant, je n'aimais pas lire à part le programme télé. Donc voilà, c'est ça. Et plus tard, comment ça s'est fait, la rencontre avec la poésie ? Et qu'est-ce qui fait que ça a résonné en toi? Parce que tes ouvrages parlent quand même beaucoup de poésie. Comment le premier déclic s'est imposé? Effectivement, dans tous mes ouvrages, il y a un moment, il y a des passages qui parlent de poésie, même dans mes deux premiers polars. D'ailleurs, le premier s'intitule Énigme Rimbaud, donc il y a de la poésie dedans. Comment c'est venu à moi? Je trouve que la poésie, on ne la retrouve pas simplement dans les livres où le mot poésie peut donner sens dans des choses de tous les jours ou même dans une chanson. Et moi, mes deux premiers poètes dans ma vie que j'ai rencontrés, je m'en souviens très bien, c'était en 1986. Le premier s'appelait Jean-Jacques Goldman. Lorsque j'ai entendu La vie par procuration, je suis tombé amoureux de cette musique-là, même si je ne comprenais que la moitié du texte, parce qu'à 10 ans, la vie par procuration, déjà le terme procuration, qu'est-ce que ça veut dire ? Et le deuxième poète, c'était Diego Maradona, dans un tout autre contexte. C'était la magie du ballon. Et c'est ça la poésie pour moi, c'est être émerveillé, c'est un émerveillement, puis ça vient pas seulement dans les livres. Et après, plus tard, évidemment, lorsque je me suis intéressé à la littérature, je suis tombé sur des poètes comme Rimbaud, Baudelaire, mais pas seulement. Pas seulement les classiques, je veux dire. Il y a aussi des poètes américains que j'adore, comme Raymond Carver, par exemple. Mais c'est par petits bouts de texte comme ça que la poésie est arrivée à moi. Ça s'est fait de manière très spontanée et naturelle. On va dire quelques mots sur justement ton recueil de poèmes, Entrepôt. Donc déjà, pourquoi Entrepôt ? Bon, il y a le jeu de mots avec le verbe entreposer. Ça veut dire que je vais devoir écrire. J'écris quelque chose que je vais déposer quelque part, donc à une personne qui est destinée à une personne ou à plusieurs personnes. Donc le fait d'entreposer, ça veut dire que la poésie se partage, elle n'est pas qu'à moi. Et après, pourquoi entrepôt avec le terme d'épiderme, justement ? C'est parce que j'ai l'impression, en ce qui me concerne, lorsque j'écris, il faut que la poésie soit à fleur de peau. Il faut que ce soit instinctif. Il faut que ça rende les émotions qu'on ressent sur le moment lorsqu'on écrit. Il faut que ce soit cohérent. Donc il y a pas un processus intellectuel. Ça passe d'abord par l'émotion. Moi, c'est ce que je veux transmettre dans mes poèmes. C'est ça. Donc entrepôt, pourquoi ? Parce que les émotions, elles ne passent pas seulement par le cœur et la tête, mais par des couches superposées de la peau. C'est ça, en fait. C'est très joli. Est-ce que tu pourrais nous lire peut-être un petit extrait de justement un petit morceau ? La nuit est fraîche, le ciel un encrier. J'oublie presque tout quand je te respire. Te sens-tu vivante ? Combien d'histoires d'amour aurons-nous tuées pour arriver jusqu'à nous ? Qu'est-ce qu'on y trouve un petit peu dans ce recueil, en quelques mots ? Alors on y trouve des amours passées, présentes aussi. On y trouve la vie de tous les jours. On y trouve de l'espoir aussi. On y trouve des souvenirs. On y trouve le deuil aussi. C'est une période de ma vie. J'ai écrit ces textes. J'ai commencé en 2015 jusqu'en 2020 à peu près. Donc ça retrace un peu les moments que j'ai pu vivre pendant ces 5 années.
Et j'aimerais juste ajouter une chose, c'est que dans ce recueil de poèmes, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de majuscule, parce que un de mes premiers objectifs, c'était d'agencer les mots pour que le lecteur n'ait pas besoin de la ponctuation pour pouvoir comprendre le texte. Est-ce qu'il faut être tourmenté et mélancolique pour écrire de la poésie? Excellente question. Je pense que dans la vie, on a un moment, une période qui fait qu'on est tourmenté ou qu'on n'est pas bien dans sa peau. Ça arrive. Mais il ne faut pas que cela pour écrire. À un moment donné, il faut avoir digéré, il faut avoir métabolisé un peu les obstacles. Il faut métaboliser tout ça. Et une fois qu'on y arrive, on peut écrire. Mais comme je disais avant, pour être au plus près de ses émotions, parfois on écrit aussi pendant la phase de déprime ou ça peut arriver, mais je me considère pas comme quelqu'un. Quand j'écris, effectivement, il y a une part sombre de moi qui est mise en exergue. Ça, je suis convaincu et je l'avoue volontiers. Je ne suis pas que ça, quoi. Moi, j'aime bien déconner, j'aime bien délirer avec mes potes. Je reste pas dans cette noirceur. Mais aussi, il y a quelque chose que j'adore aussi dans la littérature, c'est que j'adore les personnages, les losers. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants que les personnes qui sont sûres d'elles-mêmes ou qui ne demandent rien à personne. Moi, je trouve que les losers, ils ont un côté très attachant, puis parfois aussi un peu drôle, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Puis je crois que je l'ai fait aussi dans mes romans précédents, comme dans L'Heure des naufrages, où on a un écrivain qui essaye, un pseudo-écrivain qui veut percer dans la littérature, puis qui est complètement paumé, mais il y a des moments qui sont assez grotesques. Et j'essaye de faire rire aussi les gens, et je le fais aussi de temps en temps dans mes poèmes. C'est pas réfléchi, c'est des choses qui viennent spontanément. Et à la fin du manuscrit, par contre, après avoir travaillé sur l'émotion, sur l'instinct d'écrire, à ce moment-là, oui, il faut reprendre le texte, puis réfléchir un peu, puis dire, voilà, là, il y a des passages trop sombres, on va peut-être les réduire, on va mettre des passages un peu plus drôles. Ça se fait dans un deuxième temps. Mais c'est ma vie, j'ai l'impression d'être comme ça, en tout cas. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que ça m'a un peu interloqué ce que tu as dit tout à l'heure. Diego Maradona en poète, on s'y attendait pas. En quoi c'est un poète pour toi? Justement, où places-tu? Pour toi, c'est quoi la poésie? Ça rejoint beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire c'est quelque chose qui à un moment donné va nous toucher. Je pense tout simplement, si on capte la vibration à ce moment-là et que ça nous touche, ça peut être de la poésie. Voilà, donc quand en 1986 tu regardes à la télé la Coupe du Monde au Mexique, et en quart de finale, tu as Maradona qui joue donc l'Argentine qui joue contre l'Angleterre. À un moment donné, il fait un but de la main. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce but qui a fait le tour du monde. Ouais. Donc on le considère comme un tricheur parce qu'il a fait ce but de la main. En plus, il exulte. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelques années avant, l'Angleterre était en guerre contre l'Argentine pour l'île des Malouines. Donc il y a tout un contexte politique là autour. Donc il exulte en faisant ce goal de la main, puis quelques minutes plus tard, il fait le plus beau but de tous les temps, c'est-à-dire qu'il prend le ballon dans son camp, il dribble la moitié de la défense anglaise, puis il marque. Puis là, il est considéré comme le meilleur joueur du monde après avoir triché. Donc il y a un émerveillement de tout ça. Quand on est enfant, évidemment, à 10 ans, on ne comprend pas tout, on voit juste la beauté du geste. Et peut-être que la poésie, c'est ça, c'est la beauté du geste. Voilà, c'est pour ça que je considère Maradona comme un de mes premiers poètes. Maintenant, on va dire quelques mots sur le Cri des mouettes, le dernier bouquin en date, le vrai roman. Donc, le Cri des mouettes, ça parle de quoi en quelques mots, si tu peux... En quelques mots, le personnage principal se réveille amnésique à l'hôpital de Neuchâtel, après 2 ou 3 jours de coma. Et en fait, il n'a aucun document, une pièce d'identité qui
pourrais le rattacher à sa vie, à sa propre vie. Il n'a rien du tout, sauf un recueil de poèmes bilingues français-italien qu'on a retrouvé au bord de la plage, là où il était inconscient, où on l'a retrouvé inconscient. Et à partir de ce recueil de poèmes, où il y a une dédicace dedans, il va essayer de retrouver sa vie. Ça, c'est vraiment le début, comme une sorte d'intrigue. Et ensuite, ça va parler du deuil, ça va parler de l'amour de la poésie, puis ça va aussi parler de mes racines du sud de l'Italie. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans la question du deuil et de la mémoire? Par rapport à la mémoire, de temps en temps revenir à ses origines, revenir à son passé aussi, ça fait du bien, parce que c'est un point de repère. On sait ô combien les gens qui ne savent pas d'où ils viennent, les dégâts que ça peut leur faire dans leur vie présente. Donc de temps en temps de revenir sur son passé, me concernant le sud de l'Italie, mes parents qui arrivent ici dans les années 60, ça me permet d'avoir comme une couverture qui me tient chaud à des moments où peut-être ça va un peu plus mal, quoi. Ça, c'est la première chose. Puis après, par rapport au deuil, comment expliquer? J'ai vécu ce moment-là ces dernières années, où j'ai perdu des êtres chers. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans le processus de deuil, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, une épreuve vraiment lourde à passer. Mais en même temps, on se rend compte des gens qu'on a autour de nous qui comptent encore et qui nous aident dans ce processus. Ça, c'est important. Dans mon roman Le Cri des mouettes, le personnage se retrouve seul face à son deuil. Il n'a personne. Ça m'est pas arrivé, par chance. J'avais des gens très bienveillants autour de moi. Mais je voulais aussi confronter ce personnage à sa solitude et à son deuil. Et après, au fil de l'histoire, on remarque que lui-même a aussi besoin de se rattacher aux autres. Parce que les liens, c'est important. J'invente rien en disant ça. Mais le lien aux autres est important. Est-ce que du coup, tu as dû beaucoup te censurer en écrivant ce texte? Est-ce que tu pensais avoir écrit beaucoup de pathos et puis tu t'es dit, bon, là, c'est un peu trop sombre? Comment ça s'est passé le processus d'écriture et... Qu'est-ce qui était difficile dans ce texte? Qu'est-ce qui t'a vraiment posé des difficultés? Justement, la difficulté, c'était de ne pas trop, de faire de l'excès dans la tristesse, dans le chagrin du personnage, de ne pas, d'éviter de le rendre trop pathétique. C'était ça. Donc ça, je l'ai fait déjà avant de le transmettre à la maison d'édition. Mais effectivement, d'avoir un autre regard, un regard extérieur, ça m'a permis vraiment de réajuster des passages. Mais c'est vrai, la grande difficulté pour moi, c'était ça. C'est de ne pas en faire quelqu'un de pathétique. Tu fonctionnes par image, c'est-à-dire est-ce qu'il y a, à partir d'une image qui vient à toi, que tu perçois, est-ce qu'à partir de là, tu arrives à dérouler toute une histoire ou est-ce qu'il faut l'alimenter beaucoup plus, il faut que ça soit beaucoup plus charnel déjà? Lorsque j'écris, je pense que j'ai tendance à imager beaucoup les passages. D'ailleurs, je m'efforce à un moment donné de dire il faut que tu utilises les autres sens aussi. À un moment donné, ne pas juste décrire un personnage ou un paysage, mais aussi qu'on sente les parfums ou qu'on entende des voix, un chien qui aboie. Ça, je m'efforce de le faire parce que sinon, je reste trop centré sur le visuel. Puis, j'aimerais quand même élargir un peu plus les possibilités. Est-ce qu'il y a un moment où tu écris plus suite à une situation que tu aurais vécue? Ça m'est arrivé par le passé, en effet. J'ai toujours écrit depuis très jeune. Mais déjà, sur le moment, je me rendais compte que c'était pas forcément bon. C'était assez mauvais, même. Puis avec le temps, les années qui passent, je réalisais que je tachais plus d'importance à ce que j'écrivais, à la manière de le faire, donc ça devenait intéressant, mais c'était pas encore génial. Mais il m'a fallu quand même que je me casse la figure dans ma vie, à un certain moment, pour que je réalise qu'avec les blessures, on arrivait à construire quelque chose, un texte, que ce soit un roman, une chanson ou un poème,
En tout cas, moi, ça m'a permis de me libérer. Mais il a fallu passer par ces 2 moments douloureux qui étaient la séparation et le décès de ma maman. Est-ce que tu dirais que dans certains cas, écrire, c'est une forme d'exutoire? Ah oui, c'est une forme d'exutoire, ça c'est sûr, mais il faut pas rester là-dedans éternellement. Ça peut donner un peu l'étincelle. Mais après, il faut savoir conserver cette étincelle tout au long du manuscrit pour que ça tienne la route, pour que ça devienne intéressant pour le lecteur. Mais effectivement, on vit des moments de noirceur. Et quand on écrit un manuscrit, parfois on passe 6 mois ou 1 année avec nos personnages. Mais si on reste dans une noirceur aussi longtemps, je veux dire, il faut être assez solide pour pouvoir le faire. Donc il faut aussi avoir un bon équilibre entre ce qu'on est en train de décrire par rapport à des souvenirs douloureux et ce qu'on est en train de vivre sur le moment où il faut que ce soit plutôt joyeux, quoi. Voilà, donc il faut un peu des deux. Et est-ce que tu aurais une situation incongrue à nous raconter? Non. Non, rien du tout. En cherchant bien. En cherchant bien, il y en a des centaines, ces grands moments de solitude, mais il y a un moment une situation qui me fait sourire maintenant. J'étais en dédicace dans une librairie en ville sur un de mes polars, et donc géographiquement parlant, la table elle se trouve devant l'entrée. Puis juste derrière moi, j'avais toutes les nouveautés qui sortaient à ce moment-là. Et je signe quelques dédicaces. Et à un moment donné, depuis quelques minutes, je vois une personne rôder autour de la table. Puis je me dis, mais peut-être qu'elle se gêne, peut-être qu'elle ne sait pas comment m'aborder. En même temps, moi, je suis pas quelqu'un qui spontanément essaye de vendre quelque chose rapidement à quelqu'un. Donc j'ai beaucoup de peine aussi avec ça. Et je me décide à un moment donné de me lever et puis de présenter mon polar à cette personne. Donc je lui fais tout le speech, très beau speech, j'étais fier de moi. Puis là elle me dit non, c'est pas pour vous que je viens pour le Goncourt qui se trouve juste derrière vous. Donc là il y a un blanc, moment de solitude. Et après je me retourne et je vais chercher le Goncourt et je le lui tends. Je dis voilà, désolé d'être sur le chemin. Puis cette petite anecdote que maintenant j'en ris évidemment, j'ai voulu la retranscrire telle quelle dans un de mes romans, dans L'heure des naufrages. Et à la fin du passage, je dis j'étais à 2 doigts du Goncourt, quoi. C'est la première fois que je suis aussi proche du Goncourt. Voilà, c'était la conclusion de ce passage. On va se quitter sur cette petite péripétie et on va récapituler alors les très beaux textes de Pier Paolo Corciullo. Alors d'abord le recueil de poèmes Entrepôt aux éditions des Sables avec une jolie image de Henri Matisse. Henri Matisse, oui. Et Le Cri des mouettes paru chez PLF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Pier Paolo Corciullo. Merci Sabrina. Et à bientôt.